Chers amis, bonjour. Vous êtes sur le plateau télévisé cette fois-ci de La Voix de la Russie, parce qu'on n'est plus seulement une radio, on est également une télé, comme vous pouvez le constater. Et je suis donc au plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Inna Doulkina, qui est donc rédactrice en chef du Courrier de Russie, de vous présenter, enfin une fois de plus, ma co-animatrice. Donc, bonjour. Voilà, qui s'appelle Anna Karpova, et donc moi-même, Françoise Compoint, peut-être reconnue d'ailleurs, voilà, à faire un petit peu de télévision. Hein. Je vous signale encore une fois qu'Inna Doulkina est donc rédactrice en chef du Courrier de Russie, un journal, c'est bien ça, très connu, aussi bien parmi les francophones résidents en Russie qu'à l'extérieur, et puis donc des Russes qui s'intéressent à la culture française, qui sont eux aussi francophones. Alors Inna Doulkina, vous venez de me dire que vous travaillez, enfin vous êtes rédactrice en chef depuis 2007, c'est bien ça, donc déjà vous avez un stage tout à fait important. Est-ce que vous pourriez donc nous parler un petit peu de votre journal, de la façon dont vous y travaillez? Vous avez plus de l'information, de l'analyse. Je crois que c'était un petit peu également le souci d'Anna Karpova, hein, qui voulait en savoir un petit peu plus long. Mais en tant que le Courrier de Russie a totalisé le 15 janvier 2013, si je ne me trompe pas, c'est 10 années. Oui, c'est travail. Donc, quelles sont vos impressions? Oui. Et surtout, que représente aujourd'hui le Courrier de Russie dans le paysage médiatique russe? D'accord. Bon, le Courrier de Russie, il a été fondé il y a 10 ans par deux Français. Ils s'appellent Emmanuel Kidé et Jean-Luc Pupon. Ce sont deux Français qui vivent en Russie depuis 20 ans, qui sont carrément amoureux de la Russie et qui voulaient toujours avoir un journal français sur la Russie. Et ils l'ont fondé il y a 10 ans et je suis arrivée, je pense, 2 ans après sa fondation. Et j'ai commencé comme journaliste. 2 ans après, je suis devenue rédactrice en chef, un peu par hasard. Mais voilà, je suis toujours là. Donc, j'espère que c'est parce que mon travail plaît aussi aux lecteurs. Et qu'est-ce que le journal représente? Enfin, le journal devrait... Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer une autre image de la Russie. Ça veut dire qu'il y a la presse française d'un côté qui montre son image de la Russie, qui, je ne dirais pas tout à fait fausse, mais quand même, que nous trouvons assez partiale. Et le but, c'est de montrer autre chose. C'est de ne pas dire que ce que la presse française raconte est faux, mais c'est de dire que ce qu'elle raconte, c'est pas tout. C'est pas toute la Russie. Et à outrance aussi, assez souvent. Et à outrance aussi, oui. D'accord, donc en fait, vous allez voir en fait, que la Russie, c'est pas des ours qui sillonnent la place rouge, des sorcières qui volent dans le ciel, etc. Et puis bon, c'est pas si terrible que ça. Parce que la semaine dernière, mon collègue Maurice Tomanov avait accueilli sur ce plateau un gouverneur français qui a dit qu'effectivement, quand les Français arrivaient en Russie, la première impression qu'ils avaient, c'était vraiment un choc, mais un choc qu'ils caractérisaient même comme positif, hein, que la moitié, je ne dis pas des sornettes, mais des exagérations qu'on trouve à la télé française et puis dans les médias français principaux. Moi, je pense au Figaro, je pense au Monde de façon particulière. C'est pas seulement à outrance, on a l'impression que ce sont des fantasmes tout à fait déplacés. Hein. Donc ça, c'est un gros problème. Bah, écoutez, Inna, si je peux vous permettre de vous appeler Inna, votre prénom. Dites-moi s'il vous plaît, parce que bon, moi-même, j'écris beaucoup d'articles, je lis les commentaires de lecteurs, qui sont passionnants. D'ailleurs, je m'en inspire beaucoup. Et je remarque que le plus souvent, les lecteurs qui nous lisent sont assez enthousiasmés parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde que nous. Il n'y a pas ce choc. Ah bon, on ne savait pas. Ah, c'est intéressant, on pensait autrement. Non, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, d'un côté, on a l'impression d'être convaincant, mais de l'autre, j'ai l'impression qu'on s'adresse surtout et avant tout aux gens qui partagent d'emblée notre point de vue. Est-ce que vous, c'est pareil, ou est-ce que vous avez vu les commentaires, certains lecteurs réussi, on va dire entre guillemets, bien sûr, à reconvertir certains lecteurs? Qu'est-ce que vous en diriez? Globalement, c'est un peu pareil. Ça veut dire que nous aussi, nous recevons énormément de commentaires positifs sur la Russie, énormément de commentaires de gens qui nous disent « mais c'est très bien ce que vous faites, c'est exactement ce qu'on voulait entendre, et c'est très bien que ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre. » En même temps, on reçoit quand même un certain nombre de commentaires de gens qui disent « vous êtes carrément trop pro-russe et vous n'êtes pas objectif ». Et à un moment, nous avons posé à nos lecteurs la question « mais est-ce que vous nous trouvez trop, on a dit, pro-Poutine ou anti-Poutine ?» Et il y a 50% qui ont dit « mais vous êtes carrément trop pro-Poutine ». Où sont il y a quand même une différence entre être russophile et être pro-Poutine.
C'est comme si je suis francophile, c'est-à-dire être pro-Hollande. Hein, c'est le même type de stupidité. Moi, par exemple, je ne porte pas dans mon cœur François Hollande, mais je suis carrément, je dis j'aime la France, je suis moitié française, je me considère comme étant patriote française, au même titre que patriote russe, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Hein, et donc, moi, je vois pas le lien, quoi. Moi, je pense que la question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que vous aimez Poutine? On ne peut pas aimer un homme politique. On peut être d'accord sur certains points de sa politique. Moi, par exemple, j'apprécie la politique internationale, qui est menée par Poutine, mais je suis assez souvent poussée à critiquer certains points de sa politique sociale. Hein, ce sont deux choses différentes. C'est pareil, pour François Hollande, je suis poussée à critiquer les deux dans tous les sens. C'est même pire que pour Nicolas Sarkozy. Hein, mais ce sont deux choses différentes. Il y a la culture, il y a la politique. Donc, ce type d'amalgame, c'est très gênant. Et c'est vrai qu'on l'a fait assez souvent dans les médias français. Moi, il y a 2 jours, j'ai répondu à un article où j'avais commenté justement le suicide de M. Dominique Vénère à la cathédrale. Bon, une tragédie sans nom. Et vous savez, donc, la majeure partie des commentaires étaient positifs parce que j'avais essayé de comprendre son acte en comprenant les motifs de cet homme. J'y suis arrivée, plus ou moins. D'accord. Mais l'un des commentaires que j'avais reçus, c'était « Vous faites du lavage de cerveau, vous faites de la propagande ». Oui. La propagande de quoi? De M. Vénère, de son action? Bah oui, mais écoutez, vous n'appréciez pas les Pussy Riot qui viennent se dénuder dans la cathédrale du Saint-Sauveur. Par contre, vous justifiez cet homme. Donc effectivement, cet amalgame qui se fait entre, donc, par exemple, les Pussy Riot qui sont presque sacralisés d'ailleurs en Occident, c'est curieux, hein, et puis cet homme qui quand même m'ont mené un combat politique, qui peut être déprécié, qui peut être apprécié, mais qui avait une certaine dignité quand même. Ce sont deux choses différentes. Moi, je pense que le problème, peut-être, des médias occidentaux, c'est qu'ils sont tous pétris de leur idéologie. C'est une très bonne expression, pétris de leur idéologie. Nous, on le connaît un peu parce que nous, on a aussi vécu pendant un certain moment un peu pétri d'idéologie, mais ce n'était pas tout à fait pareil. Mais ça veut dire que quand vous avez un cadre très confortable de pensée, vous n'avez pas du tout l'obligation de sortir de ce cadre. Et donc, c'est très facile d'interpréter la Russie via ce cadre. Mais cette interprétation, elle est par définition fausse parce que la ville est toujours plus complexe. La ville ne rentre jamais dans un cadre. Donc, c'est très facile d'identifier les coupables, de dire que le régime est coupable, que les gouvernants sont coupables, et les Russes aussi sont plus ou moins coupables de ce qui se passe. Mais ça n'explique tout. Ça ne sert qu'à attiser... sentiment d'incompréhension. Voilà, des sentiments d'incompréhension. Pourtant, ils ont beaucoup de choses en commun, les Russes et les Français. Et cela depuis, je dirais, comme minimum le 19e siècle, quand même. Oui, j'aurais une petite question formelle à vous poser, puisqu'on parle également de votre journal, Courrier de Russie. Dites-moi, s'il vous plaît, vous réunissez surtout les journalistes russes francophones ou français franco-français? Nous avons les deux. Les deux. Oui, nous avons une rédaction qui compte en tout 14 personnes, et la rédaction même, elle compte 5 personnes. En fait, nous avons le journal et le site, qui sont en fait... deux médias qui n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Enfin, l'objectif global est le même, c'est de montrer une autre image de la Russie. Mais dans le journal, nous faisons plus d'articles d'analyse et sur le site, nous faisons plus d'articles d'actualité. Donc, c'est classique. Et pour les journalistes, nous avons donc une équipe mixte, composée à 50% de Russes et composée à 50% de Français. Mais en fait, ce sont tous des gens un peu extraordinaires et j'ai pas eu le temps. Et dans leur façon d'écrire, leur approche, est-ce qu'il y a une différence, les journalistes français, russes, dans la façon dont ils perçoivent la Russie? Ou alors vous ne l'auriez pas relevé, cette différence? Je dirais que les journalistes français qu'on a, ce sont tous des journalistes peut-être qui sont encore plus positifs envers la Russie que les Russes. C'est curieux. Justement, je tiens à souligner ce paradoxe, puisque il y a à peu près 3 semaines de là, nous avions une table ronde, mais bon, version radio, avec donc M. Toumanov, comme d'habitude, et donc il y avait Tatiana Santi de la rédaction italienne, qui est comme moi moitié italienne. Moi, je suis moitié française, moitié italienne, et il y avait encore une femme, notre collègue, qui est russe, quoi. Et puis, ce qui est curieux, c'est que quand on a commencé... oui, c'était la veille des fêtes de mai, justement, le ruban de Saint-Georges que portent certains Russes. Moi, j'ai commencé à défendre ce symbole en disant que non, c'était pas une mémoire artificielle qu'on exhibait de la sorte, c'était vraiment un devoir de mémoire qu'on faisait. Moi, je vous parlais, donc, les rubans tricolores de Saint-Georges. Et ce qui est curieux, c'est que M. Toumanov et notre collègue disaient, non, écoutez, c'est de l'artifice, ça vaut rien, c'est n'importe quoi, c'est l'instinct grégaire qui parle en vous. Et Tatiana, qui s'appelle Santi, donc une famille bien italienne, et moi qui suis Françoise Compoint, au contraire, on insistait sur l'importance de ce symbole. Et c'est ça le paradoxe, justement. Donc en 2009, si nous revenons bien à sûr. Nemoto,
En 2009, vous avez dit que vous souhaitez de créer votre propre journal, pas pareil tout à fait au Monde, aux commerçants. Avez-vous réussi, selon vous? Je pense que oui. Ouais. Je pense que c'est un journal unique dans son genre. Je pense que d'une part, voilà, nous avons notre ligne, nous tentons de la poursuivre. D'autre part, nous avons quand même aussi une grande liberté au sein de la rédaction. Nous avons tous des gens qui sont tous plus ou moins en désaccord les uns avec les autres. Enfin, on est d'accord sur l'essentiel, mais on est en désaccord sur plein de points d'actualité. Mais c'est la polémique qui crée la réalité. Exactement. La vérité, c'est ça, donc c'est tout à fait normal. C'est vrai que les Français qu'on a, ils sont tous... ils ont tous un avis très particulier sur la Russie. Ça veut dire qu'ils aiment tous éperdument la Russie. Ils trouvent toujours le moyen de nous dire, quand nous, on essaie de la critiquer, ils disent « Mais non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que vous êtes trop critique. » Mais je pense que les Russes... Et donc, excusez-moi, mais... je voudrais préciser votre regard sur la Russie, le regard du journal sur la Russie, c'est quoi? C'est qu'on pense que la Russie, c'est une grande civilisation, c'est un grand pays qui a beaucoup d'importance dans le monde, et on pense que sa place est très importante et qu'il a déjà beaucoup donné au monde et qu'il a encore beaucoup de choses à donner. Et c'est cette Russie qu'on tente de montrer, qu'on tente de défendre. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais quand vous dites justement que les Russes sont trop critiques, moi, je n'ai tout à fait raison, vu l'expérience historique qu'on a déjà, parce qu'au XIXe siècle, ce qu'on appelle l'intelligentsia russe, bon, il y avait les slavophiles, il y avait les occidentophiles, comme on appelait ça à l'époque. C'est vrai qu'il y avait toujours cette pomme de discorde entre les deux, donc ils n'étaient pas contents du tsar. Après, quand l'Empire russe est tombé, ils n'étaient pas contents de l'Union soviétique parce que c'était une dictature, et c'est vrai que, surtout dans les premières décennies, c'était réellement une dictature, on va pas dire le contraire. Ensuite, quand l'Union soviétique a éclaté, ils n'étaient pas contents du régime Yeltsin, ils disaient c'était mieux en Union soviétique. Maintenant, ils disent c'était mieux sous Yeltsin. Ils sont jamais contents. C'est vrai que les Russes sont un peu râleurs quand même. C'est pas mauvais, puisque quand on se critique, c'est qu'on avance. Si on est autosuffisant, on est content, on n'avance pas, on piétine, c'est tout à fait certain. Bon, mais après, il faut dire que oui, d'un côté, c'est comme ça, mais d'un autre côté, il y a une facette négative. C'est que l'image que nous-mêmes, je dis nous, en invoquant ma partie russe, que nous diffusons de la Russie, malheureusement, elle est très bien, voire trop bien captée en Occident. Et ils ne voient que cette facette. C'est vrai. Et ça, c'est regrettable. Tout à fait. Je trouve ça tout à fait regrettable et je pense que les Russes, ils ont quand même un peu aussi ce problème intérieur, c'est globalement, ils ne s'aiment pas. C'est vrai. Ils ne s'aiment pas et ils aiment beaucoup entendre les critiques, ils adorent la critique, ils adorent se fustiger. Mais ils sont masochistes ou quoi? Moi, je comprends pas. C'est possible, mais je trouve ça très destructeur, je trouve ça très dommage. Ouais. Et j'aimerais justement que ça change un jour parce que c'est complètement... ça mène nulle part. Oui, se répéter tous les jours qu'on est très mauvais, qu'on a beaucoup de problèmes, c'est un peu, oui, le monde n'est pas parfait, on peut se tuer tout de suite, on ne peut rien faire non plus, c'est pas une solution. Et c'est vrai qu'il y a cette sensation, elle a des racines très très profondes. Mais le problème, c'est qu'il est très difficile de lutter avec cette sensation parce que vous avez quand même la société, enfin votre communauté des intellectuels qui vous oblige un peu à poursuivre cette ligne. Parce qu'une fois que vous osez dire quelque chose, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Russie, c'est vrai, parmi les intellectuels, une fois que vous osez dire quelque chose de positif sur la Russie en général, on vous taxe tout de suite d'être à la solde du Kremlin, de dire que c'est Poutine une créature primitive, après tout. Tout à fait. Moi, j'ai un collègue que je ne vais pas nommer qui m'a dit que je souffrais de ce qu'on appelle l'instinct grégaire, voilà, parce que, et moi, en tant que quelqu'un qui est à moitié français, je pourrais faire preuve de plus d'indépendance d'esprit, je ne suis pas suffisamment critique, donc j'ai entendu de belles à mon adresse, vous imaginez même pas, c'est vrai, voilà. Et dans votre interview consacrée à Pussy Riot, vous avez dit que la Russie, pour les étrangers, est une île que personne ne peut comprendre. Je pense c'est une île avec ses propres lois, voilà, ses propres... Et donc, et selon vous, est-ce qu'il faut briser ces stéréotypes ou c'est notre trait caractéristique de la Russie, une île que personne ne comprend et c'est... L'âme russe, quoi, comme on dit. Oui, l'âme russe. La Russie est un pays qui ne peut être compris
Par l'esprit, oui. C'est Tchoutchev, oui, c'est un poète russe, juste pour nos amis français. Il y avait un poète russe du 19e siècle qui s'appelait Fyodor Tchoutchev, qui disait qu'on ne peut pas comprendre, cerner par l'esprit la Russie, qu'il faut donc croire en ce pays, que la foi est suffisante pour l'aimer. Bon, ce sont des vers, sont du légendaire, parce que tous les écoliers russes les connaissent. Moi, ils m'ont toujours un petit peu étonnée, parce que moi, à mon sens, j'ai vécu une bonne moitié de ma vie en France, la deuxième moitié de ma vie en Russie. Je pense que dans certaines conditions, des conditions extrêmes, que ce soit la guerre, que ce soit un malheur social ou quoi que ce soit, je pense que les Russes ont une capacité de mobilisation qui est peut-être supérieure à la capacité française. Non pas parce que les Français sont plus faibles, loin de moi cette idée, mais parce que la Russie a plus vécu en 100 ans que la France. Tout simplement, c'est pour ça. Mais en ce qui concerne localement, quand je vois les gens, je pense qu'il n'y a pas une différence majeure. Je pense que la différence qu'on veut nous imposer, c'est une différence artificielle, quoi. Bon, pour la différence, je pense qu'elle existe quand même. Oui, elle n'est peut-être pas aussi cruciale qu'on veut nous le montrer. Elle se situe peut-être pas dans les mêmes registres qu'on veut nous montrer. Mais je pense aussi qu'il faut que les gens acceptent l'idée que le monde est différent. Que les gens sont différents, que les pays sont différents, qu'on n'est pas tous les mêmes, qu'on n'est pas tous pareils, que chaque pays a son histoire... sa mentalité et que c'est bien et que tout le monde n'est pas obligé de suivre les mêmes préceptes, la même voie. Et je pense que c'est dans ce sens aussi que je parlais d'une île. Et oui, une île aussi, c'est un peu la sensation qu'on a, je pense, que certains Russes ont en vivant ici, que c'est vrai que c'est un territoire à part et que parfois c'est vraiment difficile de le quitter. Dans le sens que la Russie ne vous lâche pas. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça, c'est un pouvoir, je dirais, presque magicien qu'a la Russie. C'est intéressant parce que c'est envoûtant, c'est envoûtant. Mais Ina, juste une petite question pour concrétiser, parce que donc, là, ma collègue vient de dire que la Russie, il s'agit d'une île, etc. Dans un sens pratique, il semblerait qu'il y ait une tendance intéressante qui a été relevée d'ailleurs par Alexandre Latsa, un journaliste français résident en Russie, et qui dit qu'il y a, vu que le chômage en ce moment sévit en France, c'est une triste réalité, qu'il y a à peu près, à ce jour, environ 6000 spécialistes franco-français qui se disent prêts à s'installer définitivement en Russie. Est-ce que cette tendance, vous l'avez fixée dans votre journal? Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que ça vous semble réaliste que la Russie puisse accueillir comme ça 6000 personnes? Ou alors c'est plutôt une utopie sociale, hein? Et même des acteurs connus qui vont s'installer. Alors pour Gérard Depardieu, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est un sujet à part. Moi je trouve ça tout à fait réaliste. Je trouve ça réaliste parce que toutes les 2 semaines on interviewe des Français installés depuis longtemps en Russie, qu'ils nous disent tous à peu près la même chose. Ça veut dire qu'en Russie, on a retrouvé une certaine énergie, une certaine capacité à créer qu'on n'avait pas en France. Et connaissant, en fait, je l'observe aussi cette tendance en discutant avec mes amis français qui disent mais il n'y a pas de boulot en France, il ne se passe rien. On a l'impression de ne pouvoir rien faire et j'ai l'impression que tous les gens un peu... qui ne veulent pas forcément passer leur vie à être aidés, qui veulent faire des choses par eux-mêmes, ils choisissent de partir. Ils partent peut-être pas forcément en Russie, mais il y en a beaucoup qui partent effectivement en Russie et qui s'épanouissent en Russie. Parce que malgré, je ne sais pas, le manque de confort, mais justement c'est peut-être ce manque de confort qui crée que la vie est plus intense, plus intéressante et l'humain a plus de capacité de se réaliser en tant qu'humain. Et moi la question identitaire, bon là je dévie un petit peu de la facette pratique de la question, mais moi je connais un jeune historien français qui réside à Moscou, qui est parfaitement franco-français, de la France profonde, et qui dit que vous savez paradoxalement, je me sens plus français en Russie qu'en France. Parce que être français de souche, français respectueux de son histoire en France, c'est maintenant presque une tare. Hein. Puis quand j'ai dit que je suis patriote, j'ai fait très attention à ce mot parce que ce mot-là n'est pas très à la mode en France. C'est un petit peu, je dirais, désuète, un petit peu vieille mode, un petit peu style grand-mère, quoi, si je puis dire. Par contre, en Russie, quand je dis que j'aime la France, que je suis patriote, que je tiens à ma culture, on me comprend. Hein. Donc il y a cette coïncidence perceptive entre les deux cultures, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de France, surtout à l'époque du général de Gaulle, et j'ai l'impression que le style de vie de la jeunesse russe maintenant, le rythme, les possibilités qu'ils ont, c'est un petit peu ce qu'avaient je dirais même pas nos parents, quoi, nos grands-pères, nos grands-mères françaises des années 60. Les terrasses de café qui sont bondées avec la jeunesse, des visages souriants, beaucoup de possibilités, beaucoup de possibilités d'emploi. Moi, je pense effectivement une liberté d'esprit, parce qu'il y a une censure en France. Hein, alors que
quand on dit une censure en Russie, d'un côté, il y en a partout, c'est vrai. Hein. Je ne peux pas me permettre de crier en regardant le Kremlin, je vais Poutine. C'est comme si j'allais, je ne sais pas moi, à Matignon, je disais ah bah Hollande, ça serait trop. Hein. Mais par contre, je peux très bien me permettre de dire, de prononcer telle ou telle réalité qui en France serait blâmée, ou caractérisée comme fasciste, ou comme xénophobe, ou comme démodée, par exemple, etc. Hein, ce qui n'est pas le cas en Russie, à mon sens. Non, je pense qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Et je pense aussi pourquoi certains Français se sentent plus français en Russie. C'est aussi parce que la Russie elle a une grande capacité d'accueillir en son sein les peuples de différentes ethnies, sans pour autant briser leur identité. Mais c'est historique, c'est pour ça. C'est comme ça, nos propres musulmans, au bord de la Volga, les Tatars, en fait, ce sont des musulmans, mais nous avons justement cet exemple de coexistence culturelle tout à fait remarquable, qu'il ne faudrait surtout pas perdre. Ce qui est moins naturel pour la France n'a jamais été un pays islamique, par exemple. Alors que nos propres musulmans, c'est ça la différence, effectivement. Mais la superficie du territoire le permet, alors que la France est beaucoup trop petite. Ça, il faut également s'en rendre compte. Voilà, et donc Mademoiselle Karpova, vous aviez évoqué tout à l'heure les acteurs qui viennent. Justement, Gérard Depardieu, parce que je pense qu'il y a des thèmes qui sont extrêmement médiatisés en France. C'est depuis janvier 2013 la question de M. Depardieu qui s'est sauvé pour ne pas payer 110% d'impôt de son revenu. Et les Pussy Riot. Bon, vous savez, quand je vois un ministre français traiter M. Depardieu de minable, moi ça me choque un petit peu quand même, parce que moi j'imagine mal, par exemple Poutine dire qu'un tel est minable parce qu'il a quitté la Russie pour telle ou telle raison. C'est très insultant. Est-ce que vous, par exemple, dans votre journal, comment est-ce que globalement vous avez éclairé la décision de Depardieu? Est-ce que vous l'aviez blâmé? Est-ce que vous avez essayé de comprendre ses motifs? Est-ce que vous l'avez applaudi? Quelle était votre position? Nous avons publié 2 billets de nos 2 journalistes tout à fait opposés. Il y en a un qui disait que Depardieu a très bien fait de partir et en fait tous les Français feraient mieux, tous les Français feraient mieux de suivre son exemple. Oui, que les gens ils ont le droit de vivre où ils veulent et ils ont le droit de construire leur destin comme ils veulent. Et parallèlement, nous avons publié le billet de notre autre journaliste qui disait que quand même, payer les impôts, c'est important et la solidarité, c'est aussi une chose importante. Et que c'est bien de vouloir garder son argent à côté, mais il faut aussi, la société, c'est pas que le commerce, c'est aussi les écoles, les hôpitaux, il faut aussi les financer. Donc voilà, nous avons publié, comme je vous ai dit, dans notre rédaction, personne n'est d'accord avec personne. Et les lecteurs, ils penchaient plutôt vers quoi ? Plutôt vers la première position. Donc qui avait raison, que bravo Monsieur Depardieu. D'accord, et donc peut-être ma dernière question, parce qu'on a du mal à rester dans les temps. Pour les Pussy Riot, parce qu'on continue à en parler, surtout que maintenant ça a dégénéré dans le mouvement Femen, qu'on voit se trimballer assez souvent devant l'hôtel Notre-Dame, etc. Vous avez fait pareil, vous avez publié plusieurs billets contradictoires qui défendent les Pussy Riot ou qui accusent les Pussy Riot. Vous avez procédé de la même façon, c'est-à-dire pour montrer une image plus neutre, ou alors c'était plus accusatif par rapport à ces jeunes filles? C'était un sujet un peu plus complexe que Depardieu, parce que, si vous voulez, un peu on n'a pas non plus de position, on n'a pas de ligne commune. En fait, ma position personnelle, c'est que je trouve la peine démesurée, mais en même temps, je trouve l'acte tout à fait blâmable. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, je trouve qu'on en a fait, excusez-moi pour vulgairement parlant, tout un fromage, en français, mais après, effectivement, les circonstances étaient dégueulasses. C'est sûr que les orthodoxes sont trouvés insultés. Et puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce mouvement. On voit très bien ce que font les Femen. On voit très bien que, l'impression que c'est un parti qui est financé. C'est presque un parti politique maintenant. Ce n'est pas seulement du hooliganisme local. Non. Ça, c'est tout à fait clair. D'accord, donc c'était à peu près pareil. Oui, je vois Mademoiselle Karpova en train de ronger son frein. C'est pas pour les Pussy Riot? Non, c'était pas ça. D'accord. Vous lisez parfois La Voix de la Russie? Parce que moi, il m'arrive de consulter vos articles assez souvent. Et puis, je dois avouer, je dois confesser un péché. J'espère que c'est un péché véniel. Il m'est arrivé 2 fois de prendre vos articles pour faire la revue de presse. Merci. Bien sûr, j'ai changé certaines prépositions, etc., pour ne pas faire trop plagiat, parce que ça aurait été dégoûtant de ma part, mais bon. Mais vous lisez parfois ce que fait La Voix de la Russie? Non, pas trop?
Oh, si, on vous lit et on lit en fait. Déjà, on est pour la liberté de la circulation de l'information, donc si vous souhaitez. Mais nous, on est très engagés quand même. On est vraiment. Bon, moi, je fais plus de la politique effectivement, donc c'est vrai que le ton tout de suite il change. On peut pas rester très neutre en politique, c'est pas possible. Mais je sais que Madame Karpova fait beaucoup de culture. Je crois tout simplement que nous avons la même mission. Oui, ici, et c'est très naturel. Même dénominateur commun, comme on dit. C'est ça. Non, mais on vous lit beaucoup et avec plaisir et on trouve que vous faites un très bon travail. C'est mutuel. Voilà. Et oui, je pense qu'avec nos efforts communs, on va peut-être réussir à changer un peu les choses. Parce qu'il le faut quand même. D'accord. Écoutez, chers amis, je suis au regret de constater que notre temps est écoulé. Je vous rappelle que vous étiez en train de visualiser le plateau de la Voix de la Russie. Donc nous sommes 3 dans le studio, avec moi-même Françoise Compoint. Notre invitée d'honneur, Ina Doulkina. Je rappelle qu'il s'agit de la rédactrice en chef du Courrier de Russie. Et donc ma collègue, co-animatrice, Anna Karpova. Voilà. Restez à l'écoute des ondes de la Voix de la Russie. Au revoir.